Hey! Bonjour pour ce magnifique cours de géométrie euclidienne. Alors, dans ce premier cours, nous allons faire un rappel de quelques droites remarquables dans les triangles. Nous allons voir les différents types d'angles. Ensuite, nous allons aborder ce que sont les actions. Nous parlerons de symbolisme et nous verrons trois théorèmes. Alors, une médiane. Le segment rouge qui est un segment qui joint le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. La médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment dans le milieu et de façon perpendiculaire. Donc ici, ça sera la droite bleue. Donc remarquez là, la médiatrice, il pourrait ne pas avoir de triangle, ça existe encore, ça existe tout de même. Une médiatrice, c'est en lien avec un segment, tout simplement. Maintenant, la hauteur. La hauteur, c'est le segment vert, hein, donc ça part d'un sommet et ça s'en va de façon perpendiculaire sur le côté opposé. Et maintenant, la bisectrice, qui est en lien seulement avec un angle, donc encore une fois, là, même s'il n'y avait pas de troisième côté, s'il n'y avait pas de triangle, dès qu'il y a un angle, on peut parler de bisectrice, qui est une demi-droite qui va séparer un angle en deux angles congrus. Alors, une chose qu'on peut remarquer, c'est que ces quatre droites-là, qui sont quatre droites différentes, mais vont être superposées lorsque on est en présence d'un triangle isocèle. Alors, encore petite révision ici. Il faut se rappeler qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés sont congrus. Un triangle isocèle, c'est un triangle dont deux des trois côtés sont congrus. Et finalement, un triangle scalène, c'est un triangle qui n'a aucun côté congru. Et en terminant, le triangle rectangle, c'est un triangle, évidemment, qui a un angle droit. Maintenant, parlons des différents types d'angles. Lorsqu'on a deux droites ici coupées par une séquence. Les deux droites ici ne sont pas nécessairement des parallèles. On verra dans certains cas, lorsque des parallèles, ça nous permet de faire certaines déductions, mais pour l'instant, on parle que de deux droites coupées par une séquence ça va générer ici 8 angles. Alors, parmi ces angles-là, on peut parler d'angles opposés par le sommet. Donc, des angles opposés par le sommet doivent avoir évidemment un sommet commun et les prolongements d'un angle doivent être les côtés de l'autre. Comme par exemple l'angle 1 ici, ce sont les deux côtés, j'ai le centre et si je prolonge le côté, ici, bien, ça va générer les côtés de l'angle 3. Donc l'angle 1 et l'angle 3 sont des angles opposés par le sommet. On a également 2 et 4, on a 5 et 7, 6 et 8. Parlons maintenant d'angles alternes internes. Donc, lorsqu'on a des angles alternes internes, on doit, je vais vous montrer, vous voyez ici, parmi les 8 angles, on peut remarquer qu'il y en a 4 qui sont à l'intérieur des deux droites, puis 4 qui sont à l'extérieur. Donc, les angles qui sont à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des angles internes. Maintenant, pour que les angles soient alternes internes, ils doivent être en diagonale. Donc, par exemple, on va avoir 1 avec 8, ou encore 2 avec 5. Parlons maintenant des angles alternes externes. C'est un peu le même principe, mais là, on va parler des angles qui sont à l'extérieur. Hein? 4, 3, 6, 7. Et là, pour que ça soit alterne externe, il faut que ça soit encore une fois en diagonale. Donc, je pourrais avoir 3 avec 6, de même que 4 avec 7. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'angles correspondants. Donc, pour avoir des angles correspondants, on doit avoir un angle qui est à l'intérieur et un angle qui est à l'extérieur. Pour que ça soit correspondant, les deux angles doivent être du même côté de la séquence. Hein? Donc ici, bon, ça pourrait être 4, 1, 5, 6. Mais ça me prend un à l'intérieur puis un à l'extérieur. Donc, par exemple, 1, ça pourrait être avec 4 ou avec 6. Mais attention, on a une contrainte de plus. Les deux angles ne doivent pas se toucher. Donc, 1 avec 4, ça ne marcherait pas. Donc, le seul avec lequel ça va marcher, le 1, ce sera avec le 6. Donc, 1 intérieur, 1 extérieur, du même côté de la séquence, puis il ne faut pas qu'ils se touchent. Donc, j'ai 1, 6. J'ai également 2 avec 7, 4 avec 5, puis 3 avec 8. Maintenant, si je parle d'angles complémentaires, bon, là, ça ne peut rien avoir avec le schéma qui est ici. Il faut juste se rappeler que deux angles complémentaires, c'est des angles dont la somme donne 90 degrés. Si je parle d'angles supplémentaires,
c'est des angles dont la somme donne 180 degrés, tout simplement, peu importe. Maintenant, si je parle d'angles adjacents, alors ça, ce sont des angles qui ont un côté commun, un sommet commun, et il faut que le côté commun soit vraiment au milieu des deux angles. Okay? Pour que les angles soient de part et d'autre du côté commun. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple oui, deux exemples non. Exemple oui, vous voyez, j'ai l'angle ici en bleu, là, CBD, puis l'angle en rose, ABC. Donc, vous voyez, ces deux angles-là ont le même sommet et ils ont un côté commun, le côté BC. Ce côté commun-là est dans le milieu des deux angles. Okay? Maintenant, si je regarde les exemples non, bon, ici, c'est quand même assez évident. Bon, il y a un côté commun, sauf que vous voyez, ici, le premier angle, le sommet, il est F. Ici, ce n'est pas F, c'est un autre point, donc ils n'ont pas le même sommet. Bon, ici, pourquoi c'est non? Parce qu'on considère le premier angle, c'est l'angle en rose, ici, là, DBC, le petit angle en rose. Et le deuxième angle, c'est l'angle DBA, donc le grand bleu ici au complet. Donc oui, les deux ont le même sommet. Les deux ont un côté commun, mais le côté commun, c'est le côté qui est à plat ici, c'est le côté BD. Et ce côté-là n'est pas dans le milieu des deux angles. Donc voilà pourquoi ce n'est pas des angles adjacents. Si on avait parlé de l'angle CBD, l'angle rose, et que le deuxième avait été juste cette partie-là, CBA, là, oui, ça fonctionne, mais là, ce n'est pas le cas. Le deuxième angle, c'est vraiment le grand ici, le grand bleu au complet. Voilà pourquoi ce ne sont pas des angles adjacents. Maintenant, si on parle d'angles adjacents supplémentaires, ben, c'est des angles qui sont adjacents et qui forment une ligne droite. Donc, par exemple, là, il y en a plusieurs, mais on ne va pas tous les nommer, mais genre, je vais nommer deux paires, donc 1 et 2. Donc, voyez-vous, ça fait une ligne droite, donc les deux ensemble donnent 180 degrés, 1 et 2. De même que 5 et 6. Des angles adjacents qui forment une ligne droite, 180 degrés. Maintenant, parlons d'axiomes. Alors, qu'est-ce qu'un axiome? C'est une vérité indémontrable, si on veut, ou un fait qu'on va considérer comme admis sans qu'on ait besoin de le prouver. C'est à partir de ces éléments-là, de ces faits-là, qu'on va pouvoir déduire un paquet de choses. C'est ce qui va nous générer des théorèmes. Donc, les théorèmes, c'est des éléments qu'on va prouver à l'aide d'autres théorèmes ou à l'aide d'axiomes. Donc, ici, on va prendre trois axiomes pour bâtir notre théorie. Donc, la première, on va dire que lorsqu'on a deux droites qui sont parallèles et coupées par une séquente, comme par exemple ici, j'ai deux parallèles coupées par une séquente, les angles correspondants vont être congrus. Donc ici, j'ai plusieurs paires d'angles correspondants. Là, je vais prendre par exemple 1 et 2. Vous voyez, ces deux angles-là sont deux angles correspondants et on va considérer qu'ils sont congrus sans qu'on ait besoin de le prouver. Donc, on peut voir que c'est quand même assez logique. Là, vous voyez, j'ai deux droites parallèles, donc l'inclinaison de ma droite séquente avec la première puis avec la deuxième, mais si ces deux droites-là sont parallèles, forcément l'inclinaison va être la même. Hein? C'est comme si l'angle ici avait été juste glissé jusqu'à l'angle 2. On voit c'est le même angle. Donc, on va considérer ça comme vrai pour cette première action. Deuxième. Par un point pris hors d'une droite, on peut mener une seule parallèle à cette droite. Bon, ce que ça veut dire, cet axiome-là, c'est imaginons que nous avons une droite bleue, et j'ai un point. Et là, je vous demande, ben ok, je veux tracer une droite parallèle à la droite bleue qui passe par ce point. J'ai combien de réponses possibles? Une seule. Êtes-vous vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Bon, c'est difficile à démontrer, c'est pour ça qu'on va considérer que oui, c'est vrai. Là, il y a toujours une seule réponse si je veux faire ça. L'autre, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de parler de droite parallèle, je vais parler de droite perpendiculaire. Donc, imaginons que nous avons une droite. Je prends un point n'importe où. Il aurait pu être sur la droite ou en dehors de la droite. Et je demande, je veux tracer une droite qui est perpendiculaire à la droite bleue, mais qui passe par ce point-là. Combien de réponses possibles? Pas une seule. Comme pas d'autres possibilités. On considère que c'est vrai. Ben oui, on s'entend. Parfait. Donc, c'est notre troisième action. Maintenant, parlons de symbolisme. Donc, je vais donner pour chacun des symboles ici la signification. Donc, le premier, bon, celui-là, vous le connaissez, égal. Bon, je vais y aller pas nécessairement dans l'ordre, mais dans ceux que vous connaissez déjà, parallèle, perpendiculaire, environ,
Ici, séquente, des fois c'est un peu moins su. Après ça, j'ai congru ou isométrique. Celui-là, il est comme moins souvent connu. C'est semblable pour lorsqu'on fait des homothéties, des figures semblables. Et les deux autres qui sont ici. On a la simple implication logique ou la double qu'on peut aussi définir de cette façon-ci. La simple flèche veut dire ceci implique que, ou ça veut aussi dire donc, 3 petits points. Tandis que ça ici, ça veut dire si et seulement si. Et là, je vais donner des exemples pour chacun des symboles pour expliquer dans quel cas on va utiliser ces différents symboles. Donc, premièrement, on va faire la différence entre congru et égal. Bon, c'est important. Égal, on va utiliser ce symbole-là lorsqu'on parle de mesure, et congru, on va l'utiliser lorsqu'on parle des objets. Comme par exemple, j'ai le triangle ABC, puis c'est un triangle qui est isocèle, et la mesure de AB vaut 6 mm. Donc, si je parle de la mesure du segment AB, je suis en train de parler de la mesure de l'objet. Donc, la mesure, je vais mettre un petit M devant le segment AB, puis je vais utiliser le symbole égal, parce que je suis en train de parler d'un nombre, d'une mesure, je prends égal. Je peux aussi parler de mesure si je compare la mesure de deux segments. Donc, par exemple, je pourrais dire la mesure du segment AB est égale à la mesure du segment BC, parce qu'ils ont la même mesure, égale. Par contre, je pourrais parler du segment AB comme tel. Le segment, l'objet, c'est le segment AB, puis l'objet BC. Imaginez que vous prenez les deux segments dans vos mains, vous les mettez un par-dessus l'autre pour voir s'ils sont exactement pareils. Oui, donc ces deux segments-là sont congrus. Donc, je ne parle plus des mesures, là, je parle de l'objet comme tel. Donc, lorsque je parle d'objet, je vais parler du segment AB, du segment BC, mais si je parle de la mesure de ces objets-là, je vais parler de la mesure et je vais prendre le symbole égal plutôt que congru. Donc, voilà la différence entre égal et congru. Maintenant, la différence entre donc et si et seulement si. Donc, je vous donne un premier exemple. Je vous dis, la mesure de l'angle A est égale à 71 degrés. Donc, je peux conclure que l'angle A est un angle aigu. Est-ce que je pourrais dire le contraire? Est-ce que je pourrais dire, parce que l'angle A est aigu, automatiquement, c'est officiel, sa mesure sera de 71 degrés? Non, pas nécessairement. Donc, la double flèche ne peut pas s'appliquer. La simple flèche. Par contre, si je dis x plus 7 est égal à 10, est-ce que je peux en déduire que x est égal à 3? Oui. Si x est égal à 3, est-ce que je peux dire que x plus 7, ça vaut 10? Oui, c'est vrai dans les deux sens, donc c'est la double flèche qui vaut ici. Donc, voici la différence entre la simple implication et la double implication logique. Maintenant, la différence entre égal et environ. Bon, si je dis x2 est égal à 17, je pose ça, puis je veux trouver la valeur de x. Bien, je pourrais dire que x est exactement égal à la racine de 17, mais si je veux avoir un nombre décimal, bien, je vais devoir faire une approximation, parce que ça n'arrive pas juste, et là, je vais prendre le symbole environ, 4,12. Le symbole semblable. Donc, imaginons que nous avons deux triangles, justement, qui sont semblables. Donc, on vous dit, le triangle rouge est semblable au triangle bleu. Donc, de quelle façon on utilise ce symbole-là? Je vais tout simplement dire que le triangle rouge est semblable au triangle bleu. Et là, il faut faire attention à l'ordre des sommets homologues. Vous voyez, le M, il correspond au F dans le bleu. Le A du rouge va avec le U du bleu et le T avec le N. Donc, si je parle du triangle MAT, je veux dire qu'il est semblable, en respectant l'ordre des sommets homologues, au triangle FUN. Et là, je vous passe un message subliminal. D'accord. Maintenant, certains théorèmes. Donc, on va voir 3 théorèmes aujourd'hui. Et certains théorèmes, je vais les prouver. D'autres théorèmes, je vais vous montrer comment les utiliser. D'autres, je vais vous montrer d'où vient l'idée sans faire la démonstration au complet. Donc, je vais faire une certaine sélection là-dedans parce que je n'ai pas le temps de faire la démonstration de tous les théorèmes. Donc, le premier, celui-là, on va le prouver. On veut prouver que les angles opposés par le sommet sont congrus. Donc, je vais commencer par identifier là, ici les 4 angles, 1, 2, 3, 4. Et bon, ça fait longtemps qu'on sait ça, les angles opposés par le sommet sont congrus. Mais pourquoi c'est vrai? Comment est-ce qu'on a fait pour savoir ça? Donc,
c'est ce qu'on va faire et on va utiliser pour y arriver seulement nos axiomes et les différents éléments que je vous ai montrés là, dans le cours. Seulement à partir de ça, on va faire une preuve. Donc maintenant, là, j'ai à vous parler d'hypothèse et de conclusion. Donc, qu'est-ce que l'hypothèse? Qu'est-ce que la conclusion? Des fois, c'est un peu mélangeant pour ceux qui font des sciences aussi, parce que habituellement, en sciences, la chose qu'on veut prouver, on appelle ça l'hypothèse. Alors qu'en maths, la chose qu'on veut prouver, c'est notre conclusion. Donc, l'hypothèse en maths, c'est quoi? Ce sont les données qu'on considère comme vraies, c'est-à-dire les données du problème. C'est supposons que vous avez telle chose. Bon, mais ces telle chose-là sont l'hypothèse. Et la conclusion, c'est ce que je veux prouver. Donc ici, mon hypothèse, ben, il faut que je me choisisse une paire d'angles opposés par le sommet. J'en avais 2, moi j'ai choisi 2 et 4. Donc 2 et 4, ce sont des angles opposés par le sommet. Ça, c'est mon hypothèse, je sais que c'est là. Maintenant, ce que je veux prouver que ces deux angles-là sont congrus. Donc, la conclusion sera que l'angle 2 est congru à l'angle 4. Maintenant, pour y arriver, on va faire une preuve formelle avec une colonne affirmation et une autre justification. Donc, je vais y aller avec la première affirmation. Donc, l'idée de la preuve, là, ici, c'est que, vous voyez, moi, je veux prouver que l'angle 2 et l'angle 4 ont la même mesure, ils sont congrus. Et pour y arriver, je vais utiliser le raisonnement suivant. Vous voyez, 1 et 2 ensemble, ça fait combien de degrés? 180 degrés, parce que ce sont des angles adjacents et supplémentaires. 1 et 4, aussi, ça donne 180 degrés parce qu'ils sont adjacents et supplémentaires. Donc, si 2 plus 1, ça fait 180, puis 4 aussi plus 1, ça fait 180, ça veut dire que 2 et 4 vont avoir la même mesure. Là. Donc, c'est un peu l'idée, le chemin de la preuve. Donc, maintenant, je vais vous montrer de façon formelle comment est-ce qu'on va y arriver. Donc, première affirmation, 1 et 2, la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 donne 180 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a affaire ici à des angles adjacents et supplémentaires. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer la mesure de l'angle 2 en l'isolant, juste un calcul algébrique. Donc, je vais faire moins mesure de l'angle 1 de chaque côté, et ma justification ici, ce sera par calcul. Ensuite, je continue. Je vais faire le même raisonnement avec l'angle 1 et l'angle 4. Donc, mesure de l'angle 1 plus mesure de l'angle 4 est égale à 180 degrés. Pourquoi? Encore une fois, ici, on a affaire à des angles adjacents et supplémentaires. Je vais aller isoler la mesure de l'angle 4 en faisant le même travail. Donc, l'angle 4 est égal à 180 moins mesure de l'angle 1 par calcul. Et là, vous voyez ici, l'angle 2, c'est égal à quoi? 180 moins l'angle 1. L'angle 4 est égal à la même chose. Donc, vous voyez, l'angle 2 et l'angle 4 sont égales à un même intermédiaire commun. Donc, je peux en déduire que l'angle 2, la mesure de l'angle 2, va être égale à la mesure de l'angle 4. Et ce raisonnement-là, quand je suis capable de prouver que deux mesures sont égales grâce à un intermédiaire commun, on appelle ça de la transitivité. C'est un nouveau mot, ça. Hein? Donc, ma justification, je vais commencer par nommer quelles sont les lignes qui m'ont permis de faire mon raisonnement. Donc, la ligne numéro 2, la ligne numéro 4, 2 et 4, et par transitivité, hein, ça c'est le principe. Puis là, je dois préciser de l'égalité parce que c'est le symbole égal que j'ai utilisé. Si partout j'avais eu des symboles congrus, ben, j'aurais dit par transitivité de la congruence. Donc, il faut prendre le bon terme. Donc maintenant, est-ce que je suis arrivé à ma conclusion? Presque, parce que moi, je vais avoir congru, là, j'ai égal. Donc, bon, la ligne suivante, c'est pas un gros changement. L'angle 2 est congru à l'angle 4. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont la même mesure. Et j'ai terminé la preuve. Et lorsqu'on termine une preuve, on doit ici apposer la signature des mathématiciens qui nous disent que maintenant, on a terminé la preuve. Donc, c'est un petit carré ici assuré avec les lettres C, Q, F, D, qui veut dire ce qu'il fallait démontrer. Alors, c'est pas une lubie de ma part, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Lorsque vous faites des preuves, on vous demande de prouver quelque chose quand vous avez terminé la preuve, c'est la façon de démontrer que vous avez terminé. Alors, n'oubliez pas CQFD. Alors, je passe maintenant au deuxième théorème que je vais vous montrer aujourd'hui. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est que maintenant,
pour pouvoir prouver le deuxième théorème, je peux me servir du premier que je viens de trouver. Donc, ici, le deuxième théorème, ça nous dit que lorsqu'on a deux parallèles et une séquente, ben, les angles alternes internes et alternes externes sont congrus. Donc, pour faire la preuve, là, je vais choisir seulement un des deux. Moi, j'ai choisi de prendre des angles alternes externes. Donc, j'ai choisi les angles AGD ici, et l'angle EBH. EBH, ce sont les deux angles là, que je vais me servir pour faire la preuve de mon théorème. Donc, mon hypothèse, c'est que j'ai deux angles ici qui sont des angles alternes internes. Puis dans mon hypothèse, je vais aussi, oui, avant de faire la conclusion, je vais écrire que mes deux parallèles, donc que la droite CD est parallèle à la droite EF. Ça, c'est des données qui font partie du problème, qu'on considère comme vraies. Si on a ça, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, si j'ai deux droites parallèles puis une séquente, et puis si j'ai des angles alternes externes, ben, si ça c'est réuni, je peux conclure que ces angles alternes externes-là vont être congrus. Donc, on va encore y aller avec affirmation, justification. Donc, ici, juste pour vous donner un peu l'idée de la preuve avant de commencer, bon, j'ai parlé de l'angle AGD ici, avec l'angle GBF. Vous voyez, cet angle-là et cet angle-là. Je vais dire qu'ils sont congrus. Pourquoi? Parce que ce sont des angles qui sont correspondants. Puis rappelez-vous, hein, dans les axiomes, au départ, quand j'ai parlé de trois vérités indémontrables, ben, on avait, entre autres, le fait que lorsqu'on a deux droites parallèles avec une séquente, les angles correspondants sont congrus. Donc, je vais pouvoir dire que celui-là et celui-là sont congrus. Puis après ça, ben, cet angle B ici, l'angle GBF avec l'autre angle qui est ici, EBH, sont opposés par le sommet. Donc, les deux angles que je cherchais à prouver, celui-là, celui-là, sont égaux à un même intermédiaire commun. Donc, l'idée de la preuve est là. Maintenant, de façon formelle. AGD avec GBF, pourquoi? Parce que ce sont des angles correspondants. Et là, quand je parle d'angles correspondants, je dois aller préciser ces angles correspondants-là sont créés grâce à quel parallèle et quelle droite séquente. Donc, CD, parallèle à EF, et AH et la droite séquente. Deuxième affirmation, ben, c'est les angles opposés par le sommet. Hein? Donc, l'angle GBF et l'angle EBH sont congrus. Pourquoi? Ce sont des angles opposés par le sommet. Et là, ben, j'ai mon intermédiaire commun ici. Donc, je vais pouvoir déduire que ces deux angles-là sont congrus. Donc, l'angle AGD est congru à l'angle EBH. Pourquoi? Grâce aux lignes 1, 2 et par transitivité. Cette fois-ci, c'est de la congruence. J'ai fini ma preuve. CQFD. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, si on veut utiliser, là, je vous ai montré la preuve de ce théorème-là, mais si on veut l'utiliser, ce théorème-là, disons que je veux dire, ah ben, voyez-vous, cet angle-là est congru à cet angle-là parce que ce sont des angles alternes externes, il y a des choses à spécifier. Donc, lorsqu'on utilise le théorème, il faut toujours écrire quels sont les parallèles et quelle est la séquente, un peu comme les angles correspondants. Hein. Donc ici, si je dis que l'angle AGD est congru à l'angle EBH, ben, il faut que je précise, car ils sont alternes externes, puis que je précise CD est parallèle à EF et AH et la séquence. Voilà. Donc maintenant, le dernier théorème que je vais vous montrer aujourd'hui, et celui-là, je suis vraiment toujours impressionné d'en faire la preuve. Dans un triangle, ça fait longtemps que vous savez que la somme des angles est 180 degrés, mais c'est vraiment contre-intuitif. Regardez trois angles comme ça, n'importe quel triangle, puis ah oui, vraiment les trois, quand je les additionne, ça fait vraiment 180, c'est pas très intuitif. Vous allez voir, cette preuve est vraiment très courte, puis vraiment très intéressante. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer par écrire, je ne ferai pas d'hypothèse conclusion, là, je vais plutôt juste établir une conclusion. Ce qu'on veut prouver, c'est que la mesure de l'angle A, là j'ai mis un petit 2 ici, vous allez voir pourquoi, là, parce que l'angle B, je vais générer plusieurs angles autour du point B, là, mais pour l'instant, l'angle qui est ici, là, à l'intérieur du triangle, on va l'appeler B2. Donc, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B2 plus la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. C'est ce qu'on veut prouver. Donc, affirmation, justification.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la première étape, on va tracer une droite qui est parallèle à AC, qui passe par B. Cette droite-là, on va l'appeler BD. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? C'est quoi ma justification? Rappelez-vous, on avait un des axiomes qui disait si je veux tracer une droite parallèle à une autre droite qui passe à un point, il y a juste une possibilité. Donc, c'est l'axiome que j'ai pris, donc que je replace ici pour ma justification. Donc, maintenant, le reste, l'idée de la preuve, vous voyez ici, 1, 2, 3, j'ai 3 angles. La somme de ces 3 angles-là, ça fait une ligne droite, donc ça fait 180 degrés. Le 1 puis le A, ça va être des angles alternes internes, donc ça va pouvoir être la même chose. Le C puis le 3, même chose, angle alterne interne. Donc, si 1, 2, 3 fait 180, A plus 2 plus C donne 180. Donc, c'est le chemin quand même assez court, mais c'est impressionnant. Donc, allons-y maintenant pour la preuve formelle. Donc, je veux dire que la mesure de l'angle B1 plus B2 plus B3 est égale à 180. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des angles adjacents et supplémentaires. Ensuite, la mesure de l'angle A, ici, et la mesure de l'angle B1, c'est la même mesure. Pourquoi? Parce qu'on a des angles alternes internes. Donc, vous voyez, j'ai deux parallèles ici, avec une séquence, donc les angles qui sont là. Ce sont des angles alternes internes. Et là, je vais préciser les parallèles. Les parallèles, c'est BD avec AC, et la séquence, c'est AB. Donc, je poursuis. La mesure de l'angle C avec la mesure de l'angle B3. Bon, pourquoi? Encore une fois, on a des angles alternes internes, on a les mêmes parallèles, BD, AC, mais la séquence, cette fois-ci, c'est BC. Et là, ben, la preuve est pratiquement terminée. Je prends ma ligne 2, puis dans ma ligne 2, je remplace B1 par A, je remplace B3 par C, et ça, ce principe-là s'appelle la substitution. Donc, je vais dire grâce aux lignes numéro 2, 3, 4, et par substitution, j'ai ce que je voulais prouver. Donc, ma preuve est terminée, c'est QFD. Alors voilà, ça termine pour ce cours et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.